Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un chantier prioritaire pour le PSG cet été, absolument colossal, j'ai nommé l'attaque. Évidemment, il va y avoir des départs à combler, à commencer par Di Maria, vraie légende du club, Pablo Sarabia qui va revenir de près, on espère Draxler, on espère un petit peu moins Kylian Mbappé, et puis du côté du Qatar, les rumeurs disent qu'on a ouvert la porte à un départ de Neymar, même si ici je pense que l'épilogue, on le connaît tous. Dans tous les cas, il va falloir recruter, pas qu'un seul joueur, il y a un profil, des statistiques, évidemment de la classe mondiale, de l'expérience à aller chercher, bref, un petit peu tous les critères sont sur la table et ça va être très très compliqué d'établir un vrai mercato avec une vraie politique cohérente, surtout que tu pars sur une attaque composée déjà de Messi et Neymar en tant que titulaire indiscutable. Vous connaissez mon avis. D'abord, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que entre le PSG de 2020-2021, à savoir Di Maria ailier droit et quand il n'est pas là, Moise Kean, et le PSG 2021-2022, à savoir Messi tout le temps, est-ce que vous pensez qu'il y a une régression au poste d'ailier droit dans ce PSG-là? Passer du Di Maria qu'on avait, celui en pleine bourre contre le Bayern, qui fait des statistiques, des passes décisives, et aussi des efforts pour l'équilibre du dispositif, ça c'est important à prendre en compte, au Lionel Messi, qui aujourd'hui cristallise l'attention de ses partenaires, Neymar qui forçait un petit peu à son arrivée, Di Maria idem, qui évidemment ne fait pas d'efforts, et qui individuellement fait une saison, pardonnez-moi, ratée. Voilà, c'est même pas une critique, c'est juste de l'exigence avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Parce que moi personnellement, je me pose la question et aujourd'hui je m'oriente vraiment sur la piste régression. Je préfère avoir Di Maria en ailier droit, enfin le Di Maria de 2020-2021 parce que oui, il a été relégué sur le banc. Lorsqu'il était sur le terrain, vous me direz, il n'était pas bon. Évidemment, il y a eu aussi une différence entre Tourelle qui lui faisait vraiment confiance et Pochettino avec qui la relation n'est pas ouf. On sait que Di Maria, c'est un joueur qui a besoin d'une totale confiance de son entraîneur pour performer. Aussi, cette saison, il s'est blessé plusieurs fois et il sortait d'une Copa América. Il a réussi sa finale. C'est un petit peu lui qui allait chercher le trophée pour Lionel Messi au dernier moment parce que Messi fait une finale finalement assez timide quand Di Maria l'a réussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on sait très bien que ça vient un petit peu nuancer. Ça joue en sa faveur. Tout comme ça joue en la faveur de Paredes et Messi et Neymar, tout comme ça a aussi joué en la faveur des Français qui sortaient de la Coupe du Monde 2018, Kimpembe par exemple. Bref, dans tous les cas, je pense qu'il y a régression à ce poste d'ailier droit. Et pour moi, il y a 3 axes majeurs cet été. D'abord, dans l'idéal, mais ça se fera jamais, pour moi, il faut faire un choix. Se séparer soit de Neymar, soit de Lionel Messi. Mais pas construire avec les deux. Ça ne se fera pas évidemment, pour des raisons qui sont très très claires. Il y a la Coupe du Monde, les destinations exotiques, aucun des deux en voudra. Les deux sont sur des dynamiques qui sont assez négatives, donc ils veulent prouver. Ça reste quand même des grands champions qui ne vont pas partir sur un tel échec que celui du Real Madrid et de leurs statistiques personnelles cette saison. Donc, mon souhait ne se réalisera pas, mais pour moi, ça devrait commencer par là en fait. Et entre les deux, je choisis Lionel Messi avant Neymar. À virer tout simplement. Bref, dans tous les cas derrière, là il y a encore de la marge de manœuvre. Il faut recruter et un vrai numéro 9 et un ailier bien remuant. Alors évidemment, la question de l'entraîneur va nous orienter. On sait tous que si Antonio Conte vient, il est fort probable que le PSG s'intéresse à Romelu Lukaku, qui est un petit peu à la peine à Chelsea, ou alors par exemple à Harry Kane, qui là en ce moment à Tottenham et qui, je pense, accepterait de franchir le pas, à jouer vraiment la Ligue des Champions, l'ambitionner vraiment, tu vois ce que je veux dire, jouer des gros matchs, même si en Première Ligue, c'est un petit peu tous les week-ends le cas. Bref, dans tous les cas, voilà les axes pour le PSG. Et pour l'ailier, il y a une piste qui revient ces derniers mois, parce que sa prolongation à Liverpool, elle n'est pas faite, les négociations traînent et sont compliquées, il y a même eu un refus de la part de son agent. Je parle de Mohamed Salah bien évidemment. Le Télégraphe l'a associé au club lundi, il a dit qu'il était tenté par un challenge au PSG ou en Espagne si les négociations à Liverpool n'aboutissaient pas, parce que sa priorité reste de prolonger à Liverpool et de rester là-bas la saison prochaine bien évidemment. Donc il est en fin de contrat en 2023, il faudra donc payer une indemnité de transfert. Je pense que là le juste prix ce serait 50 millions d'euros grand maximum pour acheter sa dernière année de contrat. Les négociations traînent pourquoi ? À ce qui paraît, ce serait une histoire d'argent. Il voudrait vraiment être le joueur le mieux payé de Première Ligue. Ça parle de 500 000 livres par semaine. Bref, dans tous les cas, pour le signer, il va falloir sortir le chéquier entre 15 et 20 millions par an selon mes calculs. Et encore, je suis gentil. Bref,
Sa priorité est donc de rester à Liverpool, mais Fabrizio Romano nous annonçait début mars que son agent avait refusé une offre de prolongation de Liverpool, en fait, tout simplement. Jürgen Klopp a été assez évasif sur son avenir, lui-même aussi, et on sait très bien qu'à Liverpool, il y a une politique qui est très très claire, même si Michael Edwards va partir en juin et que du coup on peut se dire que cette politique pourrait changer, jusque-là, tous les joueurs qui ont la trentaine, ils n'ont jamais cédé. Quand tu arrives à cette période-là de ta carrière, à savoir Neymar avant sa fameuse prolongation l'année dernière, Wijnaldum, Verratti aujourd'hui, ça parle d'une possible prolongation de Marco Verratti, contrat jusqu'en 2024, il le sait, c'est son dernier gros contrat en fait. Ces mecs-là, ils savent que ça va être le dernier gros contrat de leur carrière, donc ils sont très très difficiles en négociation. C'est le cas de Mohamed Salah aujourd'hui, et Liverpool, selon leur politique, s'ils y restent fidèles, ils ne devraient pas le prolonger, quoi, à moins qu'il baisse ses exigences, j'y crois moyen, mais personnellement, je vois plus Liverpool se plier à Mohamed Salah, qui encore une fois cette saison un joueur providentiel. On rappelle qu'ils sont encore en lice pour un incroyable quadruplé, que Jürgen Klopp vient récemment de prolonger. C'est incroyable. Le Liverpool de Jürgen Klopp, sachez que dans 10 ans, je crois qu'on en parlera comme on parle du Barça de Guardiola aujourd'hui. C'est vraiment incroyable cette équipe. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Une fois qu'ils ont rempli leur mission, il y a du dépassement de fonction, c'est bien huilé, tu peux retirer un joueur, le remplacer par un autre, ça change rien par rapport à d'autres entraîneurs comme Ancelotti par exemple, qui ont vraiment besoin du même 11 tout le temps. C'est vraiment, voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire tout simplement, même si le parcours en Ligue des Champions est assez facile, je vous l'accorde. Bref, revenons sur Mohamed Salah. Le signer au PSG, quels enjeux tactiques ça entraînerait. Bon, déjà, c'est un ailier droit dans un 4-3-3 à Liverpool, il peut jouer dans un 4-2-3-1 aussi, mais voilà, c'est plutôt l'aile droite qu'il lui faut. Aujourd'hui, quand tu vois les matchs du PSG et que tu te retires tous les problèmes extrasportifs qu'on a, à savoir les dossiers du mercato et tout ça, tu te dis qu'est-ce qui manque en attaque ? Un ailier droit pour venir aider Neymar et Kylian Mbappé. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que Lionel Messi est complètement effacé. Problème, quand tu prends les problèmes, tu te dis merde, Mbappé veut partir, du coup Neymar va être un petit peu tout seul, parce que c'est vrai que sans Mbappé, les prestations de Neymar, je pense qu'elles seront tout de suite un cran en dessous, parce qu'il aura personne tout simplement à distribuer, voilà, à qui donner des passes décisives. Et puis c'est vrai qu'avec Lionel Messi, bon, la relation, on a vu, ils étaient plus proches ces derniers temps, ça se passe un petit peu mieux. Mais globalement, au PSG, la relation, si j'ai un mot à retenir, c'est que c'est forcé, quoi. Tout simplement, ils forcent tout le temps, quoi. C'est comme dit Maria, c'est pas du tout professionnel, c'est pas du tout naturel, et c'est tout simplement voué à l'échec. Tout le monde pouvait le prédire, même si c'est pas la relation Neymar-Messi qui nous a fait sombrer au Bernabeu et qui nous nique notre saison pour autant. Attention, soyons quand même assez objectifs. Je rappelle qu'en défense, on s'est complètement chié dessus. Bref. Il est capable de jouer des deux pieds, Mohamed Salah, mais il préfère repiquer dans l'axe sur son pied gauche, un petit peu comme Messi et Di Maria. Bon, les deux, les Argentins, ils sont un petit peu grillés par l'âge. Lui, il est un petit peu plus jeune, donc évidemment, il a un petit peu plus de peps. Il tire beaucoup du pied gauche. Ça, c'est une caractéristique commune avec Lionel Messi. Donc tu te dis, est-ce qu'il ne deviendrait pas monotone ? Tu me diras, Messi tire pas beaucoup, et quand il tire, c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est toujours, je prends un relais dans l'axe, hop, une fois que j'ai l'angle qui s'ouvre, je tire, j'ouvre mon pied, pour au final prendre à contre-pied le gardien des 30 mètres. Voilà, la plupart de ses buts au PSG, celui contre Manchester City le premier, c'est ça, tout simplement. Lui, Mohamed Salah, bon, il tire du pied gauche comme Messi, mais par contre, il a une finition hors norme, en fait. Il est capable de finir sur n'importe quel registre, tout simplement. Tirer de loin. Après un rush, par exemple, après avoir dribblé 2-3 défenseurs, il a toujours la lucidité, ce qui différencie d'un Lionel Messi, ce qui différencie aussi, je pense, d'un Neymar. Il est capable de tirer dans la surface. Et ça, c'est quelque chose qui ferait beaucoup de bien, qui serait du moins inédit au PSG, dans la mesure où aujourd'hui, tout le monde marque un petit peu par les mêmes moyens. À part Mbappé, qui s'est très diversifié, qui arrive à tirer en dehors de la surface maintenant, qui est un des seuls capables de marquer en pleine course en fait, d'aller chercher le 1 contre 1 tout simplement par la prise de profondeur et aussi par les qualités tout simplement, dans les 1 contre 1, et aussi dans la surface d'avoir l'intelligence situationnelle pour se déplacer. À part Mbappé, il n'y a pas grand monde quoi.
Lionel Messi, j'ai fait l'étalage de sa finition. En plus de ça, je trouve que c'est irrationnel. C'est pas tactique, tu peux pas l'expliquer. Mais j'ai l'impression qu'il a perdu ce petit truc en fait. On espère qu'il le retrouvera. C'est pas perdu définitivement. Mais dans la surface, j'ai l'impression que à chaque fois il est paumé, il sait pas où se placer. Ou alors quand il a le ballon, il en fait trop, il se fait massacrer en 1 contre 1. Ça doit vraiment le changer de la Liga. Encore une fois, j'en profite, je l'ai dit 150 fois cette saison. Mais en Liga, c'est sûr que c'est tout de suite plus facile quand il y a une règle qui dit que le défenseur doit rester à plus de 1,50 m de l'attaquant et pas du tout le toucher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de buts depuis les 18, que les milieux de terrain marquent beaucoup plus qu'en Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, les mecs, ils y vont, ils en ont rien à foutre, ils te tamponnent. Là-bas, en Liga, les contacts, c'est plus calme, c'est plus doux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les mecs comme Modric, Kroos, on disait la différence entre le Real et le PSG, c'est les milieux qui se projettent et qui marquent. Ok, au PSG, il n'y a pas de problème, nos milieux ne se projettent pas. De toute façon, ils sont nuls dans tous les compartiments, donc comme ça, c'est réglé. Mais par contre, là où tu poses une nuance, c'est sur le championnat, sur les défenseurs adverses. Eux, quand ils sont dans les 18, ils te bloquent l'axe, et évidemment, ils te fracassent les épaules dès que tu touches le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Mohamed Salah, ça pourrait le changer de la première ligue, même si Liverpool est un petit peu devenu la bête à abattre. Il a totalement prouvé contre des blocs bas, resserrés, et contre des équipes qui font tout simplement un plan anti-lui, qui mettent 2 ou 3 joueurs sur lui, qui ont pour simple mission de l'arrêter tout simplement. Neymar aussi, sa finition, alors il marque ces derniers temps, mais c'est un petit peu les mêmes buts tout le temps, c'est depuis la surface. Alors c'est vrai que ça change d'habitude, on a l'impression de voir un nouveau Neymar, parce qu'avant il mettait des buts sur coup de pied arrêté, en dehors de la surface, aux abords, avec n'importe quelle surface du pied, après des rushs. Là, c'est contrôle-frappe, c'est très simple, c'est l'essence même du foot. Ça peut peut-être lui faire du bien pour reprendre de la confiance et du coup réinstaurer une dynamique qui le fera revenir à tout simplement ses qualités de finition qu'on lui connaît et qui le caractérisait par exemple en 2017. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est beaucoup trop monotone. Bref, ça, c'est une dimension tactique que j'ai identifiée avec Mohamed Salah. Ce serait très intéressant. Maintenant, sur sa carrière, l'évolution majeure, c'est sur la création. C'est devenu quelqu'un capable de faire des passes décisives, faire briller ses partenaires avec un bon dosage, capable de faire des centres, bien envoyer le ballon dans la surface, se connecter avec ses milieux de terrain, lancer son latéral dans le dos de la défense. Aussi avec Sadio Mané, il y a une bonne connexion en matière de passe. Donc ça, c'est très très intéressant. Un jeu de passe bien développé, en plus d'avoir des jambes de feu. Il fait 1,75 m, le centre de gravité est assez bas. Ses jambes, pareil, il a les 2 pieds pour dribbler. Il est virevoltant, il est capable de donner le tournis aux défenseurs, beaucoup d'agilité, de vivacité, de tonicité aussi sur les appuis. Donc ça fait plaisir bien sûr, et ça ferait beaucoup de bien quand tu sais qu'aujourd'hui on se sépare d'un Di Maria qui est quand même assez monotone. Bref, il est aussi capable de recevoir le ballon haut, c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose du ballon dans le dernier tiers. Sachant que Neymar et Messi sont obligés de décrocher pour aller les chercher. Alors là, il y a une double dimension. S'ils décrochent pour aller les chercher, oui, évidemment, c'est parce que nos milieux sont incapables de les remonter. Ça, c'est indéniable, c'est pas de leur faute. Mais de l'autre côté, pour qu'ils brillent, on l'a vu avec l'âge et avec leurs difficultés dans le dernier tiers, ils ont besoin justement de toucher le ballon, d'aller le ratisser, on va dire, du côté du rond central, pour pouvoir prendre confiance, tout simplement, et essayer de rendre une copie potable. Donc c'est un petit peu un mélange des deux pour moi. Pour Mohamed Salah, c'est pas le cas. Il peut rester haut. D'ailleurs, il redescend pas beaucoup. C'est un presseur, en termes de contribution défensive. C'est pas quelqu'un qui va récupérer beaucoup de ballons, qui va être particulièrement efficace. Mais par contre, évidemment, il a évolué sous Jürgen Klopp. Il est très bon dans le pressing. Il s'investit. Il est capable de défendre en avançant, de réduire les angles de passe pour les premiers relanceurs, gardiens, défenseurs, latéral, précipiter les relances pour que ça parte en touche ou que ce soit pas assez précis. Bref, ça c'est très bien. Par contre, pour redescendre, il y a un petit peu moins de monde, et comme je le disais, il fait les efforts, il fait aussi les contre-efforts. Par contre, pour récupérer, il défend un peu n'importe comment, quoi. C'est un peu comme Di Maria, quoi, qui tacle n'importe comment, ou comme Neymar qui se jette un petit peu parfois comme un bleu, quoi. Même si, évidemment, ça n'enlève rien à toute la bonne volonté qu'il met, Neymar. Bref, je crois que j'ai à peu près tout dit de Mohamed Salah. Maintenant, les facteurs décisifs, c'est pas le point tactique. Évidemment, tactiquement, c'est le Graal, c'est le football mondial. Je vois pas pourquoi vous refuserez un tel joueur, tout simplement. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Il aura 30 ans en juin. Celui-là, on peut l'entendre. Celui de l'âge. Remplacer un Di Maria 34 ans par un joueur de 30 ans, c'est vrai que c'est un petit peu limite. On en vient au même débat qu'avec Riyad Mahrez. Et comme avec Riyad Mahrez,
je suis allé regarder son expérience, le nombre de matchs qu'il a. Alors, il a gagné la Ligue des Champions, bon, il a tout gagné, quoi. Tu peux te dire, bah, il a de l'expérience déjà, ça c'est très très bien, même si c'est à double tranchant. D'un côté, tu te dis, ok, il a beaucoup d'expérience, il sait comment aller là où on veut aller, mais de l'autre côté, comme il y est déjà allé, comme il a déjà gagné la Ligue des Champions, il y a un risque qu'il vienne et qu'il tombe dans la facilité, un petit peu en pré-retraite, qu'il signe un gros contrat et qu'il soit en vacances à Paris, profiter évidemment de la vie parisienne. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est à double tranchant. Tu te positionnes d'un côté comme de l'autre. Moi, personnellement, je pense pas que Mohamed Salah soit le genre de joueur qui tombe dans la facilité, même si j'ai été surpris par Wijnaldum. Wijnaldum, je pensais pas qu'il allait faire preuve de suffisance. Même si, évidemment, il y a une dimension tactique qui est énorme avec lui, bien sûr. Bref, dans tous les cas, Mohamed Salah en club, déjà, sa première grosse saison, c'est avec la Roma en 2015-2016, sur le tard, sachant qu'il est né en 1992. Vous faites les calculs, sa première grosse saison, c'est à 23 ans, voilà. C'est pas à 16 ans, 17 ans comme certains, comme un Neymar par exemple, qui aujourd'hui à 30 ans apparaît cramé. Et il compte 499 matchs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, en club, sur sa carrière. Ce qui est relativement peu. C'est-à-dire que s'il signe au PSG, disons avec 510, 520 matchs, en sélection, je crois qu'il est à 80, si je dis pas de conneries, quoi. Bref, avec 600 matchs dans la totalité, il est capable de te faire 120, 130 matchs de très haut niveau, en fait, tout simplement. Voilà. Donc moi, personnellement, je viens nuancer tout ça avec le nombre de matchs. L'âge, aujourd'hui, j'ai envie de me détacher de ce cliché, de dire « Ah, 30 ans, c'est dépassé ». Non, il faut regarder le nombre de matchs qu'il a joué et tout ça. Bref, bon, il a une expérience de zinzin hein, en Première Ligue, en Ligue des Champions. Les grands matchs, il connaît. Je crois que la pression, évidemment, c'est quelque chose qui lui réussit. Il la boit, tout simplement. Par contre, en fait, le point névralgique et ce qui me rend assez réticent, sur tous ces points, pour moi, c'est feu vert. Par contre, le salaire, quoi. C'est trop cher. En plus, il faut débourser une somme. Comme j'ai dit en début de vidéo, 40-50 millions d'euros maximum. Et derrière, il faut balancer 15 à 20 millions de salaires par an. C'est juste démentiel, quoi. Ça vient fusiller ta grille salariale. Alors, à moins que le mec se trouve dans une imposture totale en fin de mercato, qu'il n'ait pas de solution, qu'il veuille absolument partir de Liverpool, et ça m'étonnerait, et que du coup, il fasse un petit peu le choix par défaut, cette hypothèse, elle est quand même très très faible, sachant que de toute façon, s'il y a problème de salaire, il privilégiera Liverpool. Voilà, tout simplement, s'il ne trouve pas preneur avec un salaire comme il le souhaite. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, personnellement, je mets pas ce salaire de fou furieux sur lui, quoi. 30 ans, je me dis, voilà, il faut arrêter. Remettons un petit peu une politique assez claire au sein de ce club. Même si pour tous les autres aspects, c'est feu vert. Et s'il accepte, disons, 10 millions par an, en net, allez, 10 millions net, 11, 12 maximum, je prends. Parce que ça reste le Graal, le gratin mondial, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement. Allez, ciao les amis. Prenez soin de vous surtout, avant tout. Ciao.